j'étais là sur les skis, c'était cool, mais en fait le truc qui me faisait plaisir, c'était aller faire du ski avec mes potes, aller me balader, aller faire de la rando, aller faire du freeride quand il neigeait. Bonjour à tous, c'est Cyril Salomon, cofondateur de Montagne en Seine. Et je suis ravi d'être avec vous pour cette nouvelle interview verticale, cette fois-ci avec Juliette Willeman, une skieuse d'exception qui a un documentaire qui s'appelle Rise, à l'affiche du prochain festival Montagne en Seine qui va commencer le 16 novembre et qui va tourner un petit peu partout dans le monde. Alors vous allez voir que Juliette est une personnalité assez hors du commun. Après être passée par la compétition à ski et les compétitions de freeride, elle se tourne désormais vers la haute montagne, la pente raide. Et elle a vraiment une démarche qui est assez originale, très humble. Et elle nous partage ça à la fois donc dans son nouveau film Rise et dans ce podcast. Et on a eu un super échange avec Juliette, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour l'interview de Juliette Willeman. Je m'appelle Juliette Willeman, j'ai 26 ans, je suis originaire de Barcelonnette dans les Alpes du Sud. J'ai grandi là-bas, je suis née à Marseille quand même, une vraie sudiste. J'ai fait du ski depuis mes 2 ans à peu près. J'ai grandi dans une station de ski, j'ai grandi aux Sauzes à côté de Barcelonnette avec un papa entraîneur de ski et une maman monitrice de ski et une sœur qui faisait du ski alpin. Donc je suis née dans une famille de skieurs et j'ai eu un parcours assez classique en tant que jeune qui vit dans une station de ski. J'ai été au club de ski alpin. Après, j'ai été au ski-études de la 6e à la terminale. J'ai fait des FIS, donc en ski alpin, pendant assez longtemps. Enfin, jusqu'à mes 18 ans. Enfin, c'est la Fédération internationale de ski, mais en gros, c'est un circuit accessible à tout le monde. Tu peux être de n'importe quelle nationalité et en faire, mais moi, j'en faisais principalement en France, enfin, du coup, au niveau local, on va dire. Je faisais partie du comité départemental et je faisais du coup toutes ces compètes là qui étaient de novembre à avril et j'ai fait 2 ans. Ça me plaisait pas trop. Enfin, j'ai jamais été très compétitrice en fait dans l'âme. J'ai toujours fait ça parce que j'aimais trop skier et ça marchait bien parce que je faisais des bons résultats. Donc forcément, t'as quand même un petit peu, ça te donne un peu envie de faire des compètes quand ça marche bien. Et en fait, à l'âge de 18 ans, en terminale ou première année de fac, j'ai arrêté et je travaille à l'école de ski du SOZ en tant que monitrice. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais attends, mais viens faire un peu du freeride avec nous. Je faisais déjà un peu de rando, de freeride et tout. À côté, enfin, j'avais 2-3 bases en hors-piste parce qu'on avait été bien formés quand on était jeunes. Et en fait, il m'a fait ouvrir une compète de freeride. Et ça a trop bien marché. Enfin, ça m'a trop plu, en fait, le système. Et du coup, je me suis dit, ah, mais trop bien, en fait, j'ai trop envie de faire ça. Je suis vachement plus libre. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venue au freeride. Et juste en compète, tu faisais en piste, tu faisais un peu toutes les disciplines, quoi, enfin de la descente au slalom, ou est-ce que tu avais des... J'ai fait slalom, géant, super G, descente. J'étais nulle en descente. J'ai un tout petit gabarit à l'époque. Enfin, je faisais déjà la même taille, hein, mais je fais 1m60, je devais faire 50 kilos, donc je prenais bien des secondes. Du coup, j'étais quand même, on va dire, mes disciplines, c'était plutôt slalom et géant. Et j'étais bien, j'étais à chaque fois dans les 10 de mon année, quoi, sur les compètes, sur les FIS, là. Et ça fonctionnait bien, hein. C'était pas le problème des résultats, c'était plutôt le problème de l'envie, en fait, à la fin. Et le freeride, ouais, comment est-ce que tu as un peu débuté justement? Alors tu parlais donc de cette première compète que tu as ouverte, mais comment est-ce que tu t'es retrouvé en fait à avoir envie d'aller sauter des cailloux et tout ça, quoi, vraiment avoir une pratique freeride? Et ben, en fait, déjà quand je faisais du ski alpin, j'avais une petite bande de copains dans la station dans laquelle j'étais et un adulte qui était notre coach de ski-études, qui s'appelle Nico. Et en fait, lui, c'était un passionné de freeride et de hors-piste, disons. Et en fait, il nous amenait tout le temps hors-piste. Et du coup, c'est vrai que quand il neigeait, on ne faisait pas partie de ceux qui faisaient des piquets, quoi. On allait en bord des pistes et ils nous ont tout jeunes, en fait, on a commencé à faire des conneries, des bêtises. Pardon, à faire des bêtises en bord de piste et du coup, j'avais déjà un peu ce goût-là. J'étais un peu une casse-cou, je pense, quand j'étais petite et du coup, je suivais tout le temps les gars et j'avais des copains dans mon entourage qui étaient assez forts pour faire déjà des figures à l'époque. Ils faisaient des backflips, ils faisaient des gros sauts et tout et moi, je me disais: «Ah, je peux faire pareil» et du coup, je les suivais et c'est comme ça un peu, même mes premières années de freeride, que j'ai progressé, quoi, parce que je voyais les gars faire ça et je me disais: «Ah mais trop bien, j'ai trop envie de faire pareil». Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire des pentes un peu plus raides et tout. Et en fait, je pense que j'ai toujours été un peu attirée par ce côté un peu adrénaline, quoi.
Alors du coup, après, donc, tu te mets sur ces compètes de freeride. Et alors pour ceux qui connaissent pas, tu vois, qui n'ont jamais vu une étape du Freeride World Tour, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe une compétition de freeride? Compétition de freeride. Donc déjà, en France et en Europe, on a un circuit qui s'appelle le Freeride World Qualifier. C'est des compètes qui sont classées par étoiles. Donc tu as des 2 étoiles, enfin tu as des 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. N'importe qui peut s'inscrire à une 2 étoiles, à une 1 étoile aussi. Et les 3 étoiles, en fait, il faut commencer à avoir des points. Et donc ces compètes, elles se passent toutes de la même manière. On a une phase qui est définie par des directeurs de course, tout cet espace de jeu pour trouver une ligne, tente des nivelés négatifs. Tu regardes la face. Beaucoup de fois, on a eu des photos des faces aussi prises par des photographes, du coup, avec des détails vraiment incroyables où tu pouvais vraiment tout regarder, les sauts, quelle taille à peu près. Enfin, c'est ça le plus dur, c'est de t'imaginer la hauteur des cailloux, la raideur d'un atterrissage, enfin, que des trucs comme ça. Et en fait, ton œil, au bout d'un moment, il s'y fait. Et donc, du coup, toi, tu es en bas de la face et tu regardes et tu choisis une ligne qui te plaît et là où tu penses que ça peut fonctionner et marquer des points. Parce qu'en fait, du coup, c'est un système de points. Le freeride, c'est un sport à jugement. Et le but, c'est de trouver une ligne pour gagner. En termes justement de préparation, pour éviter que la face soit trop tracée, tu n'as pas le droit en fait d'aller repérer la face en fait dans la face. Non. En Europe, on a toujours été interdit d'aller dans les faces. Par contre, aux États-Unis, eux, enfin le circuit nord-américain, ils appellent ça des face inspection. Du coup, ils Ok. vont dans la face. C'est un peu différent parce que du coup, bah là, t'as pas le droit de sauter les barres que tu veux sauter le jour de la compète, mais par contre, tu peux aller sur Tu peux te le promener haut dedans de la quoi. barre et te rendre compte de la hauteur, quoi. Et du coup, bah après, c'est vraiment différent parce qu'au final, ça a du bon des deux côtés. Mais moi, j'ai toujours adoré ne pas rider la face avant, en fait. Quelle est la sensation justement après quand tu descends une face que tu as juste repéré mais sans avoir mis les skis dedans? Ben, les premières années, ça fait bizarre parce que tu as toujours des surprises, surtout les hauteurs ou les distances entre 2 actions. Par exemple, des fois, tu vas te dire entre mon premier saut et mon deuxième saut, tu as l'impression que c'est tout, enfin que c'est hyper long, que tu vas pouvoir faire 10 courbes et en fait, tu te retrouves à faire 2 courbes et tu es déjà sur ton saut. Et au fur et à mesure des années, ton œil, il s'y fait. À la fin, en fait, moi, ce qui était vraiment bien et je pense que ça vient de l'alpin quand j'étais jeune, c'est qu'en fait, la visualisation, j'en ai toujours fait et du coup, à la fin, j'arrivais exactement à savoir où j'allais, quoi. Genre, le soir, en m'endormant, je faisais mon run les yeux fermés, quoi. Énorme. Et du coup, ouais, ensuite, tu as vraiment cette visualisation qui t'aidait en fait le jour J à savoir exactement ce que tu faisais. Tu as l'impression de revivre ta visualisation après quand tu faisais la compète? Ouais, il y a eu des moments où franchement c'était dingue, c'était que en fait je m'étais tellement fait le run dans ma tête et j'avais tellement regardé des photos, et des fois on avait des images de drone donc ça aidait grave aussi pour voir la vue du dessus. Mais j'avais tellement fait le run que du coup en fait quand tu pars et quand tu pousses dans la porte de départ, tu te dis mais en fait là faut juste que je suive ce que j'ai appris la veille ou le matin encore, tu vois. Et après c'est ton instinct en fait qui vient t'aider aussi. Parce que ça arrive évidemment que tu prévu 4 virages entre 2 sauts et que tu en fasses 3, tu vois? Et du coup, bah, là, c'est ton instinct qui vient prendre le dessus et qui te permet de gérer une situation, quoi. Et alors, vu d'extérieur, ces compètes, quand même, ça semble vraiment engagé. Dans quel état d'esprit tu étais avant ces runs? Bah, certes, je comprends que ça paraisse engagé et c'est engagé, hein, c'est un sport quand même extrême. Moi, on m'a toujours dit: «Mais vous êtes des fous et tout, vous êtes complètement, dingues de faire un sport comme ça». Et en fait, c'est tellement mesuré ce qu'on fait. On connaissait tellement les runs. On est tout le temps, pas dans le contrôle, mais presque, quoi. Et du coup, au final, quand tu vois les mecs faire des backflips de 20 mètres, en fait, ils savent exactement où ils vont faire leur saut et exactement où ils vont atterrir, quoi. Du coup, ça rajoute, forcément, on était moi, j'étais ultra stressée. Après, j'avais le bon stress, par contre. J'ai jamais eu les jambes pétées, ou les jambes cassées au départ au point de me dire: «Non mais là, ça va pas faire, quoi». J'étais toujours excitée par le fait de faire mon run et de rider la face. Ça a été toujours assez cool. Et alors, quels ont été tes résultats du coup sur le Freeride World Tour? Mes meilleurs résultats, c'était en 2021. J'ai fait 2 fois 2e, sur, du coup, des coupes du monde. Du coup, après, là, tu as décidé d'arrêter l'année dernière. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter? Et ben, alors, ma décision d'arrêter, c'était en fait déjà tout au long de l'hiver, l'année dernière, en 2022, j'étais pas trop dedans. J'en avais un peu marre, enfin pas marre, mais j'avais moins la motivation que j'avais eue au début.
en fait, je me sentais plus libre. Et pour moi, j'ai toujours dit dans free ride, il y a free. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu ce truc de liberté, de pouvoir t'exprimer, de faire la ligne que tu veux, à l'endroit que tu veux. Parce qu'en fait, bah forcément, on t'impose des compètes, on t'impose des lieux, on t'impose des faces. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai perdu un peu ce côté liberté. Du coup, j'étais plus trop dedans. J'arrivais plus trop à me motiver et j'avais trop envie de skier. En fait, j'avais trop envie de faire du ski pour moi, de progresser. Et là, pour le moment, sur le World Tour, enfin, pas pour le moment, mais cette année-là, sur le World Tour, j'avais l'impression que je faisais pas du bien à mon ski, quoi. Du coup, je me suis fait sortir, en fait, du World Tour. En gros, tu as un système de qualification. Après 3 compètes, tu as un cut, on appelle ça. Et si tu passes le cut, tu vas au final. Et si tu passes pas le cut, tu peux potentiellement redescendre sur le qualifier, refaire des compètes dans la même année et essayer de te requalifier. Et moi, j'ai dit, mais en fait, non, c'est bon. Je crois que j'ai envie de passer à autre chose. J'avais déjà un projet film qui était lancé sur la fin de saison. Du coup, je me suis dit, je me mets à fond là-dedans. Et en fait, en faisant de la vidéo, je me suis redécouvert et je me suis dit que c'était vraiment plutôt ça que j'avais envie de faire et que j'avais beaucoup plus de satisfaction à faire des projets que d'aller faire des compètes. Et du coup, voilà, après, c'était un choix personnel complètement, mais Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie? Et donc là, dans le film Rise, qui va être à monter en scène, c'est vraiment axé sur la haute montagne. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la haute montagne? alors, ce qui m'a donné envie d'aller vers la haute montagne, je dirais, c'est de vivre à Chamonix. C'est quand même que, du coup, ça fait 8 ans que j'habite à Chamonix. J'avais l'impression de ne pas connaître là où j'habitais, quoi. Enfin, de ne pas connaître ma maison. Parce que, en fait, j'avais fait des classiques à Cham, j'avais skié quand même pas mal de faces ou de trucs, on va dire, ouais, les classiques. Mais il me manquait grave de compétences pour pouvoir mieux skier plus et aller faire des trucs. Moi, en fait, dès que j'ai les skis aux pieds, ça va, quoi. C'est pour y aller que c'était un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit, mais j'adore l'alpinisme et j'en faisais un peu l'été. Et je me suis dit, mais j'ai trop envie d'aller voir où mes capacités de skieuse, elles peuvent m'amener, quoi. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de prendre un peu ce virage de la haute montagne. Alors après, je reste une skieuse, hein. Je n'ai pas pour objectif de devenir alpiniste tout de suite. Mais, et du coup, c'est vraiment ça. Je me dis, mais en fait, nos skis peuvent nous amener vraiment à des endroits incroyables. Et j'avais vraiment envie de découvrir les montagnes dans la vallée, principalement au début, quoi, avec mes skis aux pieds. Et est-ce que tu avais des inspirations, tu as des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie justement d'aller dans ces pentes? J'ai pas mal d'inspiration, ouais. Ben, alors, j'ai un super copain qui est Léo Slémet et j'ai vu Léo évoluer. Je le connais depuis quelques années maintenant. Et quand j'ai vu Léo faire des trucs, je me suis dit, ah, trop cool et tout, Léo, ce qu'il fait, moi j'aimerais trop le faire. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il fallait quand même pas mal de connaissances pour aller faire ce qu'il faisait. Après, j'ai une copine aussi, Giulia Monego, qui est une skieuse. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais du coup, c'est une skieuse qui habite à Chamonix, qui est italienne, qui a été sur le World Tour, qui est guide de haute montagne et qui skie extrêmement bien et qui, du coup, m'a toujours inspirée. Et j'ai fait pas mal de trucs avec. Et je suis vraiment trop contente parce qu'elle m'apprend trop de trucs et j'ai toujours eu un peu la carrière de Julia dans le viseur. Je m'inspire pas mal de Julia. Après, il y en a plein d'autres. Je vais peut-être pas tous les citer, mais je m'inspire quand même pas mal de gens, ouais. En créant ma propre histoire, mais Et après, peut-être, est-ce qu'il y a des films que tu as vus ou des choses comme ça qui t'ont donné envie j'ai lu pas mal de livres sur l'alpinisme. Je pense que c'est ça qui a fait aussi que, en fait, je trouve que quand tu lis des livres sur l'alpinisme ou sur des skieurs qui ont fait beaucoup de trucs dingues en montagne, moi, ça m'a vraiment fait vibrer. Et je me suis dit, mais les expériences de fous qui vivent, j'ai trop envie de les vivre un jour et on vit pas les choses de la même manière. Mais je pense que ça m'a beaucoup inspiré pour pousser ma carrière là-dedans. Et des films, ouais, il y en a plein. En vrai, si je peux en sortir un comme ça, il y a Frozen Mind de Ok. Victor Delerue et Pierre qui était vraiment hyper inspirant. Enfin, moi, j'ai trop adoré la manière dont Victor il a skié, enfin, il a ridé pardon, les faces dans la vallée et je me suis dit, mais c'est trop bien quoi. Et Victor, c'est un rider de base, quoi. C'est pas du tout un alpiniste et il s'est créé un bagage technique qui lui permet d'aller faire ça, quoi. Bon, après, forcément, on peut parler du film La Liste de Jeremy Hines, mais j'en suis encore très très loin et je pense que je sais pas si un jour j'arriverai à faire quoi que ce soit qu'il a fait. Et voilà, après, ouais, clairement, j'avoue que j'ai pas envie de me perdre dans le fait de dire, moi j'ai envie de faire de la montagne avec mes skis et de devenir une skieuse de pentraide, tu vois.
Je pense qu'il faut utiliser les capacités que j'ai sur les skis et qu'il faut les travailler encore parce qu'elles ne sont pas acquises à vie, hein. Et que je peux encore progresser énormément et me servir de ces capacités-là pour aller skier des faces avec mon style de ski, quoi. Si tu décrirais comment ton style de ski? Une grosse brute. Non, je rigole. Non, non. Je sais pas, je dirais j'ai un bon bagage technique et j'ai un ski assez solide je suis pas une freestyleuse. Ça, tout le monde le sait et moi la première. Plutôt du freeride ancien. J'aime bien skier vite. Je pense que ouais, le bagage de l'alpin, il fait du bien et qui permet d'avoir des bases qui sont importantes en montagne. Voilà, je pense que je me qualifierais de freerideuse qui veut faire de la montagne. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu trouves qu'il y a une différence de style justement entre les hommes et les femmes en freeride ou pas? On n'a pas les mêmes intensités sur les skis. On ne fait pas les mêmes choses. Il y a des filles qui skient extrêmement bien, qui sont extrêmement fortes en freeride. Il y a des gars qui sont incroyables à savoir. Je pense qu'on a tous un peu des capacités différentes. C'est un peu dur à dire en termes de capacité. Je pense que ouais, c'est plutôt des styles de ski différents et propres à chacun, tu vois, que tu sois un homme ou une femme. Et justement, peut-être, il y a quand même assez peu de femmes qui font de la pente raide, qui ont été mises en avant pour ça en tout cas. Ça a été un peu un frein pour toi ou pas? Ça n'a jamais été trop un frein. Alors après, ça a peut-être été même plus un truc de motivation. On a grave les capacités d'y aller, quoi, de faire ce que 80% des gars font. Clairement, je skie pas avec beaucoup de femmes, hein, ça c'est sûr. C'est pas parce que j'ai pas envie, hein, c'est parce qu'il y en a moins qui font ce qu'on fait. Et il y en a de plus en plus quand même, c'est vraiment trop cool. Enfin, j'ai plein de copines avec qui je vais en montagne et c'est vraiment bien. Donc non, ça n'a pas été un frein. Moi, on m'a jamais dit viens pas avec nous parce que t'es une fille, quoi. Ça m'est arrivé de pas aller avec des gars parce que j'avais pas le niveau, quoi, mais pas parce que j'étais une fille. Et alors, en pente raide, ça a été quoi un peu tes premières descentes justement à Cham, tes premières descentes emblématiques? Les grosses phases que j'ai fait et qui m'ont marqué, c'était en 2019. J'avais fait la nord-est des Courtes et Ouais. le couloir barbé à l'Aiguille d'Argentière. Et aux Courtes, on avait vraiment réussi à skier monstre vite. C'était super bon, c'était en mai et c'était assez incroyable. Et au barbé, je me suis mis une boîte en haut du barbé. Je suis tombée après 3 virages parce que j'ai pété mon ski sur un caillou et du coup, j'ai eu la peur de ma vie. Donc ça m'a un petit peu freinée. J'ai réussi à m'arrêter avec les bras, je sais pas comment, au bout de 10 têtes de pied. Donc ça m'a un peu freinée. Après, c'était mi-mai, donc c'était très bien. J'ai rangé les skis, je suis partie faire du surf, c'était génial. Et après, les années d'après, on a eu 2020, Covid, enfin milieu d'hiver Covid. Et au final, j'étais à fond dans le World Tour. En plus, j'étais blessée, j'avais tapé la tête, donc j'en ai pas fait. 2021, année Covid, en France, on a fait beaucoup. Enfin, si, moi j'ai quand même énormément ski à Chamonix. On a fait beaucoup de ski de rando, de couloir, mais pas de. Moi, j'ai pas fait on va dire, de grosses descentes, à part énormément de dénivelé positif. Et de toute façon, on était sur le World Tour aussi, parce que le World Tour a eu lieu. Et je me suis reblessée. Je me suis fissuré les tibias. Donc là, pareil, un peu un stop à la fin de saison. Et en fait, c'est à partir de l'année dernière où j'ai commencé à faire un peu des trucs. Et si je peux parler d'une phase qui m'a marqué, la vraie pente raide que j'ai fait, je pense que c'est le Wimper cette année à l'Aiguille Verte en février. Alors peut-être juste si on revient un petit peu du coup sur justement, tu as été 2 fois à la verte du coup, cette année, Wimper et Couturier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 2 descentes? Alors, ouais, déjà l'Aiguille Verte, c'est un sommet Ouais. que je vois à Cham depuis que je connais Chamonix. Et je me suis toujours dit, j'aimerais trop y aller là-bas. Et cet hiver, c'est assez drôle parce qu'il y a une petite anecdote, c'est qu'on est parti faire. Enfin, on voulait aller skier dans le bassin d'Argentière. Et en fait, il faisait pas beau, il y avait du brouillard. Et en montant, je regarde la verte, on la voyait à peine. Et puis je dis, j'aimerais quand même trop aller à la verte en ski un jour dans ma vie. Un mois après, il faisait super chaud à Cham et j'étais avec Pierre Idriss, mon copain, et il me dit Jules, il y a des condits de dingue à la verte et tout, je suis sûre que ça te dirait. Je lui dis bah, ouais, pourquoi pas. Et du coup, donc on part là-bas, mais dans l'idée, on n'était quand même pas sûr d'aller à la verte. On part dormir au couloir, parce que moi, la verte, c'est quand même un gros morceau pour moi, quoi. On s'est dit on monte dormir au couvercle et puis on verra ce qu'on fait, quoi. Au pire, il y a plein d'options et on verra. Et là, du coup, on voit que le Wimper, donc ce couloir, est en bonne condition. Et donc là, je me suis commencé un peu à me pencher sur la question. Et je me suis dit, ok, quoi, le Wimper, c'est un bon couloir. Il y a quasi 2000 de dénive depuis le refuge. Bon couloir, quoi, de 1000 mètres, 55 en haut. Enfin, nickel, quoi. J'étais là, bon, super, je vais prendre les watts.
Et puis, il faisait chaud, en fait. Il faisait ultra chaud en février, là. Et du coup, on est parti dans l'idée de faire ce couloir. Et on est parti assez tard, d'ailleurs, parce qu'en février, on s'est dit non, mais ça va pas chauffer quand même assez pour que ce soit trop chaud. Et on a mis un bout de temps à monter. J'ai coulé une bielle, comme on dit dans le jargon. C'est ma première grosse mission de l'hiver et que j'étais pas forcément assez en forme, disons. Un bon gel de vélo qui m'a donné un bon coup de boost et j'ai réussi à aller au sommet. Et arrivé là-haut, j'ai pris les watts comme j'avais jamais pris les watts dans ma vie. On est arrivé en haut du col et après ces 1000 mètres de couloir et j'ai vu l'arête là-haut, ce qui faisait à peu près 15 cm de large et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi. Et après en fait au final trop cool, on est réussi à aller, on est allé au sommet. On a marché sur cette arête un peu plus loin, qui était un peu plus large. On a fait une petite pause et on a commencé à skier. Et les conditions étaient absolument parfaites. C'était de la neige de printemps, le 13 ou 14 février. 13 février. C'était assez mythique. Donc, c'était super bien. Et une méga expérience. On a dû faire des rappels en bas parce qu'il faisait extrêmement chaud et que ça coulait dans tous les sens. On n'a pas pu skier jusqu'en bas. Mais sinon, voilà. Donc, le Wimper, c'était assez incroyable comme expérience à raconter. Et après couturier, du coup j'avais quand même pas mal skié en février, mars, avril. Début avril surtout, fait pas mal de montagnes, fait pas mal de couloirs, un peu tous les classiques à Cham, enfin tous les classiques, les classiques à Cham, pas tous, évidemment. Et en fait, on avait prévu de partir filmer. Les conditions dans le bassin d'Argentière étaient très bonnes et du coup, pareil, Pierre, mon copain, me dit mais ce serait quand même pas mal d'aller voir si la verte ça fait et tout. Moi je dis mais la verte on y est déjà allé, tu veux faire quoi? Il me dit le couturier. Je dis ok, pas de souci. J'avais trop envie de skier le couturier après avoir skié le Wimper, je me suis dit ça a l'air trop bien. Et pareil, on avait quand même plein de plans, plan A, plan B, plan C quoi, dans le bassin. Et en fait, en montant, on a vu que les conditions étaient super au couturier. Il y avait eu personne dans la face. Et du coup, on arrive au refuge, enfin, on arrive au pied de la face, on regarde. Et puis là, en fait, il s'est avéré que les conditions étaient extrêmement bonnes dans les aides du couturier, donc à droite du couloir. Et donc, du coup, là, je commençais à me dire, mais là c'est quand même de la pente raide plus, quoi, pour moi. Et en fait, je me suis un peu comme je faisais en compète. Je me suis dit, vas-y, visualise. On a regardé aux jumelles un peu tout le soir, toute la soirée avant la nuit. Et je me suis dit, allez, ok, pas de souci. Et du coup, on est parti à 3, donc avec Pierre et Seb Montaz, donc le filmeur. Et c'était vraiment super. On est parti dans la nuit, super tôt, à 1h du mat'. On a réussi à voir le lever du soleil quasi aux 3/4 du couloir. Et c'était vraiment génial. Donc, j'ai eu des gros passages d'émotions. Parce qu'à un moment donné, c'était un peu plus glace, mais ça durait 15 mètres. Et je commençais à être un peu fatiguée. C'était aussi le lever du soleil, donc je commençais à voir ce qu'il y avait sous mes pieds. Ça me faisait un peu bizarre. Au final, j'étais encordée avec Pierre, donc aussi, c'était quand même vraiment cool. J'avais quand même une assurance. Enfin, ça me rassurait vraiment d'être encordée dans cette montée. C'était un choix, parce qu'on aurait très bien pu la faire pas encordée. Mais je sais que pour le moment, je préfère être encordée parce que ça m'enlève un poids, disons. Et donc, du coup, on est arrivé sur cette arête et sur l'arête un peu finale avant d'arriver à la calotte glaciaire du sommet de la Verte. Et là, j'ai pris toutes les émotions que j'avais en moi de l'hiver qui sont sorties. Je me suis mise à pleurer là-haut, mais c'était pas pleurer de stress, c'était pleurer de beauté, d'émotion d'être là-haut, de vivre ça, d'être avec Seb et Pierre. C'était juste trop bien. On a vécu un super moment. Passage d'émotion. Trop là. Trop bien. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, on a continué à monter. Et en fait, on s'est arrêté 100 mètres sous le sommet. Parce que c'était tout en glace là-haut. Et qu'en gros, on aurait dû descendre avec la corde, quoi. Et du coup, vu que la lumière était top, les conditions étaient top, on s'est dit, bon, à la Verte, on y était il y a un mois, c'est pas grave. En haut au sommet, donc on va attaquer à skier de là. Du coup, on a skié de là et c'était juste trop beau. Neige bonne, très abrasive, donc c'était pas non plus super facile. J'ai pris les watts à la descente. J'avais jamais skié quelque chose d'aussi raide et d'aussi expo parce que on est arrivé sur l'arête où j'avais pris mon passage d'émotion à la montée et j'ai regardé le couturier à droite et les aides à gauche et je me suis dit mais pourquoi on va pas dans le couturier, ça a l'air beaucoup plus on va dire friendly pour moi. Et en fait je suis ravie d'avoir été dans le Z parce que c'est rare d'avoir des conditions comme on les a eues et du coup c'était juste mythique quoi. En fait tu skis sur ces pentes suspendues avec des barres rocheuses sous tes pieds là, c'était trop beau, c'était trop bien. Il y a des moments j'ai pas pu faire beaucoup de virages parce que
Je voulais pas me mettre en danger non plus et c'était vraiment pas le but de la journée. Et voilà, j'ai réussi à skier des grosses parties. Je suis vraiment trop contente de ça. C'était une descente mythique et je m'en rappellerai toute ma vie, je pense. En fait, ma phase de progression, elle peut être si longue et j'en suis qu'au début et je connais rien. Tu le fais avec Seb, qui est l'ouvreur de cette variante du couturier. Ouais, c'était trop drôle. C'était super de faire ça avec lui. Parce qu'il y avait un truc en plus, quoi, d'être là. Moi, c'est ma première saison en montagne, disons. J'ai découvert des trucs de dingue tout l'hiver et de pouvoir vivre un moment comme ça avec quelqu'un qui a ouvert ce couloir il y a 10 ans, tout pile, en plus. Et de se servir de l'expérience de Seb aussi, quoi. En fait, Seb, c'est plus qu'un caméraman, il est guide aussi, et humainement, c'est quelqu'un de génial. Du coup, il a vraiment apporté quelque chose à la journée qui était dément, quoi. Alors, la plupart du temps, là, tu skis aussi avec ton compagnon, donc Pierre-Idriss Mehdi. Ça change quelque chose pour toi, justement, de vivre ce type d'aventure en couple? Alors ouais, c'est super cool de vivre ça en couple, forcément. Des fois, c'est vraiment positif parce qu'au final, il m'aide grave, il me pousse, il me motive vraiment. Mais des fois, ça me rajoute de stress de ouf et c'est pas les mêmes journées. Enfin, c'est dur à expliquer pourquoi, mais des fois, quand tu vas skier avec tes potes ou quand tu vas skier avec ton copain, c'est vraiment pas pareil. Alors moi, j'adore, hein, c'est pas le souci du tout, j'adore vraiment. Mais c'est vrai que c'est marrant. Du coup, ça rajoute un stress aussi. On est quand même tous les deux en train de se mettre dans des pentes à 50 degrés sur 1000 mètres. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Enfin, pourquoi on fait ça? Et en fait, moi, je sais que j'adore faire ça. Et au final, tu rentres chez toi l'après-midi, tu es trop contente de l'avoir fait. Et c'est des expériences qui sont folles à vivre à deux, mais ça fait peur. Et alors justement, quel est ton état d'esprit mental un peu dans ces descentes? Tu as une descente comme le couturier, c'est dans quel état d'esprit mental? Dans le couturier, c'était assez délicat comme situation parce que cet hiver, il n'a pas été super facile. L'été dernier, j'ai perdu 2 de mes meilleures copines qui sont décédées et tout l'hiver, je me suis traînée ça. J'ai essayé de faire avec, de faire de la montagne avec, mais c'était toujours un peu au coin de ma tête et du coup, ça m'a tout l'hiver mis un peu des rappels à l'ordre en me disant... Enfin, ça m'a rappelé beaucoup de choses et du coup, dans la descente du couturier, j'ai beaucoup pensé. Et du coup, j'étais dans un état de je peux pas prendre de risques. Donc c'était très maîtrisé et très réfléchi, on va dire, tous les virages que je faisais. Ok, et c'est marrant parce que tu dis typiquement dans ce genre de descente, normalement tu penserais qu'il faudrait pas trop avoir ce type de pensée un peu, Ouais. tu vois, parasite, quoi, d'être plus focus sur le moment présent, quoi. Est-ce que tu te disais quoi finalement ce moment-là, par rapport à ces pensées-là, tu essaies de les évacuer ou tu les acceptais telles quelles? Comment ça s'est passé? Vu que c'était pas la première fois de l'hiver que ça m'arrivait que j'y pense, j'ai fait avec. Je me suis dit, faut accepter, quoi. Et puis c'est ton choix aussi, Juliette, de te mettre dans un couloir. Tu as fait le choix d'être là, quoi. Donc accepte jusqu'au bout et fais les choses bien. Et du coup, je pense que j'ai accepté clairement, quoi. Et je me suis dit, bon, voilà, t'y penses, c'est comme ça. C'est pas la première fois, donc vis avec et descends avec, quoi. Et après, sinon, plus généralement, tu vois, quand tu fais de la pentraide, tu as un peu un process mental, enfin, tu as une espèce de routine pour te mettre dedans. Comment tu fais un peu en haut d'une pente? Les premiers virages, ils sont ultra décisifs, je trouve. En haut d'une pente, en général, quand tu pars, bon, déjà, je suis ultra concentrée quand même si des fois tu penses à d'autres trucs. Je suis quand même ultra concentrée sur ce que je fais. Mes 3-4 premiers virages sont ultra importants. Et j'essaye d'être le mieux possible techniquement. Donc, tu te rappelles de tout ce que tu sais faire et tu t'appliques, quoi. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'essaye de faire un max. Et ouais, dans ces pentraides, en général, tu as des réflexes et des techniques que tu sais qui fonctionnent en pentraide, tu les fais. Mais après, c'est pareil en freeride, hein, au final. Le premier virage à la verte, Pierre il m'a dit tu veux passer première? J'étais là, ouais, alors je suis partie devant. En fait, j'ai pas bougé. J'ai pas réussi à faire mon premier virage. J'avais trop peur. Quel plaisir tu trouves en fait à faire un virage dans une pente à 55 degrés? Moi, je dirais le plaisir que tu as de faire un virage en pentraide, c'est de savoir que tu es en contrôle. Le moment où tu tournes et bam, tu mets ton appui et que ça s'arrête, ou que tu laisses filer, ou tu arrives à faire ce que tu veux faire. Enfin, moi, ça me dégage on va dire, de l'endorphine, j'imagine. Je suis pas scientifique, mais et là, tu sais que c'est cool, quoi. Enfin, c'est ça, moi, je sais que c'est ça que je kiffe, quoi.
Quand je suis en contrôle et que le virage se passe bien, tu as les épaules face à la pente, tes 2 pieds sont alignés, tu as ton planté du bâton, tu l'as fait au bon moment, t'es posé quoi. Après tu kiffes. Et quel conseil tu aurais envie de donner justement des jeunes skieurs ou skieuses qui voudraient débuter la pentraide? Alors les conseils que je donnerais pour commencer la pentraide, ce serait de pas louper les étapes. Il y a plein de choses qui paraissent accessibles, qui au final sont quand même relativement engagées. Et je pense qu'il faut avoir les bonnes bases, y aller avec les bonnes personnes, apprendre des choses, pouvoir gérer des situations. Je pense qu'il faut vraiment pas griller certaines étapes. C'est marrant, on a organisé une soirée avec Alex Honnold et Kylian Jornet au Grand Rex, on avait appelé Rencontre au sommet. Et c'est vrai qu'il disait justement qu'en fait, tu vois, finalement, Alex Honnold disait en fait en solo intégral, il n'y a pas trop de risque que les gens s'y mettent parce que c'est une activité où tu as la gravité qui joue contre toi. Donc au bout de 2 mètres, en fait, tu as vite compris que tu prenais des risques. Alors qu'il disait qu'en ski, par exemple, c'est vrai que tu peux dropper dans le Mallory. Souvent, tu n'es pas monté par là, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très accessible, quoi, où très vite tu peux aller te mettre dans des situations, clairement, des situations un peu à risque, quoi. Particulièrement chez nous. Ouais, exactement, spécialement à Cham. Tu as un lift qui t'amène à 3008 et tu as potentiellement 5 descentes faisables en sortant du lift, quoi. Moi, j'ai fait des erreurs aussi quand j'étais plus jeune, à me retrouver dans des situations où en fait, t'as rien à faire là, quoi. Donc, tu prends conscience qu'en fait, t'as rien à faire là si t'as pas les connaissances et les compétences, quoi. Enfin, faut savoir gérer des situations. Et c'est pour ça que je dis, je suis au début du process en apprentissage, c'est que j'ai encore pas assez de connaissances, quoi. Et c'est pour ça que des fois, je dis non, je refuse grave d'aller en montagne. Ou des fois, on me propose d'aller faire un truc, je dis, bah là, non. Non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de me mettre dans une situation dans laquelle j'ai pas envie d'être, quoi. Du coup, alors, quelles sont les descentes que tu rêverais de faire l'année prochaine? Il y a plein d'endroits où je suis pas encore allée. J'aimerais vraiment aller. J'aimerais bien skier le Migaud au Chardonnay. J'aimerais bien même skier la classique du Chardonnay. Truc dans le bassin d'Argentière encore que j'ai pas fait. J'aimerais bien aller au col de la Verte. Après, j'aimerais bien bouger aussi. J'aimerais bien pas que rester à Cham l'hiver prochain. Déjà, à Cham, il y a beaucoup de quoi faire. Mais Exactement. tu bouges un peu dans les Alpes. C'est la bonne école. Et je retrouve quelque chose que j'avais perdu et qui est trop bien et qui me fait vivre toutes ces belles journées. Et je suis trop contente de pouvoir me dire oui, je suis libre. Ton film a été sélectionné à Montagne en Seine. Qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, de partager tes aventures? Bah pour moi, avoir un film sélectionné à Montagne en Seine, c'était un peu un rêve, un rêve de skieuse, mais je m'y attendais tellement pas. Déjà, quand j'ai appris, j'étais comme une petite fille là, toute contente. J'étais là, ah, c'est trop bien. Et pour moi, c'est un peu un pas dans la cour des grands, quoi. Je suis assez contente que ce projet qu'on a eu cet hiver avec l'équipe en arrive là, quoi. Moi, j'ai passé un super hiver. Ça a été du boulot aussi, ça n'a pas été super facile déjà avec les conditions qu'on a eues. Et d'en arriver là, aujourd'hui, à Montagne en Seine, je suis vraiment trop contente. Ouais, trop bien. On est trop content de t'avoir et de montrer cette belle histoire. Trop cool. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Juliette. Merci à toi. Hâte de partager ça, effectivement, d'être sur scène et tout, c'est quand même trop bien. Bah ouais, grave. Et voilà, c'est terminé pour cette interview verticale avec Juliette Willeman. J'espère que ça vous a plu. Son film Rise est à découvrir au festival Montagne en Seine, en tournée dans 250 villes dans le monde à partir du 16 novembre. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview verticale.